Voilà, madame. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Avons-nous un pouvoir sur notre réalité ? Vous avez sûrement remarqué que selon l'expérience que nous faisons de cette réalité, agréable ou désagréable, la réponse est différente. Quand tout va bien, j'aurais tendance à répondre oui, comme si ce qui m'arrivait était le résultat normal de mes pensées, de mes actes, de mon attitude. Mais quand tout va mal, que je souffre, je me sens impuissante face à ma réalité. Et c'est là que je vais interroger ce pouvoir. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? À qui la faute ? Comment changer les choses ? Peut-il en être autrement ? En fait, cette question revient, dans le contexte qui est le nôtre, celui de la spiritualité, à se poser la question de l'action de l'esprit sur la matière. Les phénomènes comme les guérisons miraculeuses, le vaudou, la psychokinèse, la prière nous parlent de ce pouvoir. Des expériences scientifiques, notamment en physique quantique, en font la démonstration. Mais qu'en est-il vraiment de ce pouvoir ? S'il existe, pourquoi l'utilisons-nous si peu ou si mal ? Peut-on, doit-on l'activer et comment ? Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Jean-Charles. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Dominique. Bonjour tout le monde. Et notre invité, Alain Boudet. Bonjour. Tu es docteur en physique, devenu enseignant, écrivain, thérapeute, conférencier et, mon titre préféré, éveilleur de conscience. C'est ça. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience, de tes connaissances en matière de conscience, justement, et de ce pouvoir. Qui veut commencer à s'exprimer sur le sujet ? Dominique, tu nous avais fait une introduction. Voilà. Oui, mais c'était il y a longtemps. Donc Dominique, tu avais fait l'introduction de ce thème que nous avions retenu pour un café spirituel, et donc on t'écoute. Bon. Alors on était, peut-être qu'on était parti sur les définitions, donc esprit, matière. Donc matière, moi j'ai regardé bêtement. La matière, c'est ce qui désigne tout phénomène extérieur qui peut faire l'objet d'une observation sensible et d'une appréhension intellectuelle. Donc la raison, évidemment, opposée à l'esprit. Alors l'esprit, je n'ai pas du tout envie de le définir, parce qu'à chaque fois je dis c'est le souffle, évidemment, étymologiquement. Pour moi, c'est ce qui anime, c'est aussi ce qui crée, mais on peut sans doute le relier à la conscience. Donc ça tombe bien que monsieur Alain Boudet soit là, parce qu'il va nous éclairer un peu de ses lumières. Moi, je ne suis pas physicien, je suis le candide de l'émission. Alain, tu veux parler de cette définition ? Quelle définition de la conscience et de la matière tu pourrais nous proposer pour appuyer notre sujet ? Alors d'abord, je suis physicien, mais je peux dire surtout que je l'ai été. J'ai laissé ce métier il y a 15 ans, donc j'ai quelques souvenirs, mais ma conception de la physique a beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire qu'il y a la physique universitaire, mais il y a aussi des chercheurs iconoclastes qui font, dissidents, on peut dire, qui font aussi d'autres recherches en physique et qui ont une autre approche. Donc j'ai aussi étudié ça, j'ai étudié les deux. Et ma vision de la conscience, elle vient surtout de mon métier d'accompagnant en développement personnel et spirituel. Pour un physicien, il y a la matière matérielle
et il y a les ondes, la matière et les ondes. Donc la matière, c'est quand il y a une masse, et les ondes, c'est quand il n'y a pas de masse, pour un physicien. Mais c'est une définition qui est pas la même que spirituellement. Spirituellement, on peut dire que les ondes, ça fait partie aussi du monde matériel, qu'on peut produire avec des appareils matériels, des antennes, etc. Et qu'il y a un autre monde au-delà qui n'est pas du tout appréhendé par la physique ni la science, sauf peut-être la neurologie un petit peu, qui est effectivement les plans subtils et la conscience. Pour moi, la conscience, c'est ma vision personnelle, je dirais. C'est pas du tout issu de recherche, de cours, etc. C'est mon évolution, mon expérience. Ta synthèse, peut-être? C'est le fondement de l'univers. C'est-à-dire que la conscience existe avant la matière. Est-ce qu'on peut... Et que la matière a été créée pour répondre à des impulsions de la conscience. Est-ce qu'on peut le rapprocher à ce que les civilisations anciennes appelaient l'éther? En fait, cet élément, ce cinquième élément qui ne serait pas justement... Là où j'en suis, la conscience est au-delà de l'éther. C'est-à-dire que l'éther, on peut encore le mesurer, on peut avoir des phénomènes physiques avec lui. C'est justement ça qui fait la différence entre la physique universitaire, y compris la physique quantique, et une autre physique qui est, à mon avis, plus avancée. Dans la physique universitaire, on vous dit l'espace est vide. Ça, c'est la physique quantique non relativiste. Et si on introduit la relativité, on dit la physique, l'espace est rempli de particules électromagnétiques qui vont et viennent, qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Mais dans un espace qui est d'abord vide. L'éther, c'est quelque chose qui n'est pas électromagnétique. C'est quelque chose qui est plus une énergie qui remplit l'univers, donc qui est pris en compte par pas mal de scientifiques, mais qui ne sont pas dans le cadre universitaire ou officiel, je dirais. Je pourrais en citer quelques-uns plus tard, si vous voulez. Mais on sait qu'il est le phénomène qui permet de voir que c'est au-delà, c'est que si vous donnez une information à un certain niveau, vous l'avez immédiatement ailleurs. C'est-à-dire que c'est un hologramme. Hein. La physique quantique classique, par exemple, elle dit s'il y a deux particules qui sont corrélées, elle va dire il y a un signal qui va vers le passé, qui revient vers le futur, etc. Mais la physique de l'éther, qu'on appelle le champ de la conscience universelle aussi, même si, à mon avis, c'est pas vraiment là que se situe la conscience, il dit non, c'est une énergie où les signaux, il n'y a pas de signal, c'est immédiatement, on sait partout, l'univers est informé immédiatement. Et il n'est pas de nature électromagnétique parce que justement l'électromagnétisme est régi par la vitesse limite de la lumière. Alors que là c'est instantané. Et ça s'appelle aussi champ de torsion, etc. Mais pour moi c'est encore un niveau mesurable puisque les champs de torsion ont fait l'objet de mesures, de mise en évidence par un Russe qui s'appelle Kozyrev qui a fait ça pendant des années en Russie. Et la conscience, pour moi, c'est à un niveau supérieur, mais peut-être qu'elle utilise ces champs de torsion pour pouvoir se manifester dans la matière. Ça pourrait être aussi la matrice divine dont parle Greg Braden? C'est ça, oui, c'est dans le même esprit, oui. Mais alors, du coup, on est parti effectivement là très vite, très haut, très fort. Mais peut-être pour ne pas rater quelques marches, est-ce qu'on peut revenir sur la conscience avec un petit c et notre conscience individuelle, ou je ne sais pas comment on peut la définir, en quoi donc elle peut modifier, agir, en quoi nous pouvons l'utiliser pour agir sur notre réalité?
Tu as raison, Sylvie, c'est ça l'essentiel. Hein. Je Pour sais pas. revenir, après, on peut toujours faire des théories, mais l'essentiel, c'est vraiment comment on peut gérer notre vie avec ça. Mhm. Dans ton introduction, tu as signalé que, oui, si on pense quelque chose qu'on veut faire, on se met en acte. Donc, c'est sûr que, pour moi, il y a un niveau conscient et un niveau inconscient. Et il y a aussi un niveau du geste, il y a le niveau de l'émotion, et il y a le niveau des pensées. Et pour moi, la réalité utilise tous ces domaines-là. Donc, c'est sûr que si vous voulez créer un jardin, un potager ou quoi que ce soit, il faut avoir les outils et puis s'y mettre. Il faut le décider, il faut s'y mettre. Donc, il y a un niveau conscient où on met en acte. Donc, on est évidemment créateur, en partie en tout cas, de notre réalité. Donc ça, on le conçoit assez facilement, je pense. Maintenant, quand on parle justement de ce qui nous cause de la souffrance, comme la maladie, en quoi sommes-nous créateurs de nos souffrances ? Ou de notre guérison. Ou de notre guérison, on y viendra, parce que le thème des guérisons, quand on parle de l'action de la conscience sur la matière, c'est quand même très important. C'est un thème important. Alors, est-ce que tu me permets de parler d'une chose plus matérielle d'abord que le côté guérison, qui est par exemple, quelqu'un veut ouvrir un commerce. Hein, et il ouvre un commerce, donc il fait les démarches concrètes. Ça revient à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il fait les démarches consciemment. Et puis il ouvre son commerce. Et puis ça marche bien. Il y a les clients qui viennent, etc. Et puis il y en a un deuxième, la rue à côté. Il fait la même chose, puis il n'y a pas de clients. Alors on peut se demander pourquoi l'un a su créer sa réalité et l'autre non. Donc, bien sûr, il peut y avoir différentes causes, des circonstances, mais je ne parle pas de ça, une rue qui est plus passante que l'autre, ou je ne sais quoi. Je ne parle pas de ces circonstances matérielles. Je parle que, en fait, c'est dans l'esprit, donc dans l'émotionnel de la personne, que son émotion va attirer certaines circonstances dans sa vie, et l'autre va attirer d'autres circonstances. Par exemple, le premier, c'est juste un exemple, il peut y avoir des tas de cas. Hein, donc, le premier est dans la confiance, dans la joie, dans le lâcher-prise. Et le deuxième, ça ne marche pas parce qu'il y a à l'intérieur un saboteur, c'est-à-dire, par exemple, un émotionnel où je ne suis pas capable, je rate toujours ce que je fais, etc. Donc ça, c'est le côté émotionnel qui est lié à la pensée, bien sûr, mais la pensée, c'est, par exemple, je pense que je suis nul, mais c'est toujours associé à une émotion. C'est comme si c'est l'émotion qui attire la situation. Donc effectivement, la réalité dépend beaucoup de l'émotionnel qui est associé à nos décisions et à nos pensées. Et cette dépendance, elle est d'ordre physique finalement, c'est-à-dire que c'est une résonance, c'est ça ? C'est-à-dire qu'une émotion va résonner avec l'énergie du manque, l'énergie de la peur, et c'est comme ça que ça marche ? C'est ça. L'un aura mis du cœur à l'ouvrage. On pourra dire, si ces émotions sont favorables, oui. Il a mis du cœur à l'ouvrage. Voilà. Cette expression, elle est pleine de sens Oui. dans cette situation. L'autre aura eu la volonté, mais sans avoir le cœur. Voilà, dans le cas d'une volonté. Mais il y a des cas où c'est pas qu'une question de volonté. Par exemple, je suis en couple. En général, ma pensée, c'est pour créer un couple heureux. Et malgré ça, mon couple n'est pas heureux. Donc, ce n'est pas une question de volonté. Il y a quelque chose qui vient saboter. Et c'est nos émotions. C'est je ne me sens pas suffisamment pris en compte. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Oui. Toutes Je ne mérite pas. ces croyances limitantes qui nous poursuivent depuis notre enfance, en fait. Voilà, Oui. c'est ça. Et ça revient un petit peu aussi aux travaux de Greg Braden qui dit qu'on a 40 000 sensory neurons dans le cœur
qui sont des neurones en fait du cœur et qui vont influer, envoyer des messages ensuite. C'est ça, c'est le champ magnétique. Enfin, il parle du champ magnétique du cœur. C'est un des niveaux possibles. Je pense qu'il y a d'autres niveaux par lesquels la pensée et l'émotion, c'est-à-dire au-delà du cœur, des niveaux plus subtils encore. Là, ce qu'ils ont mesuré, c'est le magnétisme que on peut mesurer physiquement. Mais je pense qu'au-delà, il y a aussi un niveau là où la pensée et l'émotion sont inscrits. Ça me fait penser à autre chose, ça va peut-être être loin du sujet, mais pourquoi il y a des catastrophes naturelles ? Actuellement, beaucoup. En fait, c'est parce que nos émotions de combat, de ressentiment, de conflit sont inscrits, je dirais, au cœur des atomes et qu'il y a besoin à certains moments de nettoyage. Donc, en particulier, c'est pas la physique qui le dit, ça c'est de l'exploration plutôt clairvoyante. Nous créons des égrégores. Exactement. Et tu veux dire que la Terre se nettoie en manifestant ces catastrophes ? Oui. Avec l'eau et le feu. Les tremblements de terre, c'est moins évident, mais les tremblements de terre, des fois, ça permet de découvrir des choses qui étaient cachées. Mais pour le feu et l'eau, c'est évident. Et le vent aussi, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, comme nous-mêmes, nous somatisons pour exprimer un malaise. C'est vrai, c'est une somatisation de la planète, de la Terre. Voilà. De laquelle nous ne sommes pas indépendants. C'est ça. Donc, ça me fait réfléchir au fur et à mesure. Donc, on était avec la Terre. Donc, c'est effectivement nous qui créons cette réalité des catastrophes naturelles. Mais pas nous directement, individuellement, mais l'humanité dans son ensemble accumulée sur des centaines d'années ou des milliers d'années. Qui fait que c'est une réaction. Qui crée un champ d'énergie, un champ qui va influencer. Qui crée. Alors là, c'est Dominique qui disait, je trouve c'est bien son image, c'est exactement comme pour le corps. Donc là, on revient finalement à la guérison et aux problèmes de maladie. C'est la même chose pour la Terre. C'est-à-dire que je crée ma pollution, je crée mon intoxication, je crée mon déséquilibre par mon mode de vie, etc. Mais par contre, les catastrophes, c'est-à-dire la maladie aiguë, la fièvre, etc., c'est le corps qui réagit pour s'adapter. Alors justement, dans ton livre « Pourquoi vivons-nous ?» tu donnes des recettes un petit peu pour agir sur notre réalité d'une manière positive, d'une manière qui nous amène plus de bonheur, de joie, de légèreté. Si tu veux bien, on va en parler tout de suite après cette première pause musicale. Nous écoutions Nestor Saga de John Surman. Alain, quels sont les conseils que tu donnerais pour que nos pensées, nos émotions permettent de créer une réalité plus souhaitable, plus heureuse ? Alors, je dirais que ce qui est important pour moi, c'est d'associer l'émotion. Et on parle beaucoup de la pensée créatrice. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne suffit pas, il faut associer l'émotion. C'est-à-dire que si je pense à quelque chose que je veux réaliser et que je me dis, tiens, c'est pas sûr que ça marche, je suis dans le doute, eh bien, on ne se donne pas les meilleures conditions pour que ça se réalise. Donc l'idée, c'est de se centrer sur la joie que ça va nous donner, ou l'avantage que ça va nous donner en termes d'émotion, c'est-à-dire de paix, de joie, de bien-être, d'expansion, etc. Donc il faut s'y croire en fait. Il faut s'y voir, il faut s'y croire, c'est-à-dire se mettre dans l'état du résultat. C'est ça.
Ouais, pour moi, on se pose même pas la question croire, parce que croire, c'est encore la pensée. Je me cite, c'est-à-dire je me projette dans la réalisation effectuée. C'est Et ça. comment je suis, c'est l'imagination. Tu vois, Donc- la différence avec la croyance, c'est j'imagine ça fait et comment je me sens avec ça réalisé. Effectivement. Et voilà. Je me souviens d'une étude d'un chercheur guérisseur, enfin un médecin, d'ailleurs médecin guérisseur, qui s'appelle Leonard Lasko, qui avait étudié les différentes formes de prière pour voir lesquelles étaient les plus efficaces. Et donc, en fait, il a essayé plein de formules avec des personnes qui se prêtaient à l'expérience, comme que Dieu intervienne, que mes cellules cancéreuses décroissent, etc. Il y avait plein de formules, enfin plusieurs formules. Et finalement, celle qui marchait le mieux, c'était celle qui demandait d'abord que l'ordre naturel soit rétabli, accompagné d'une visualisation du résultat. C'est quand même intéressant. Oui. Parce que, voilà, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans le résultat, l'actualiser, C'est ça. enfin, je ne sais pas comment on peut formuler ça, mais aussi demander que l'ordre naturel soit rétabli en même temps. C'est ça. C'est aussi ce que dit alors Greg Braden quand il dit créer le sentiment dans notre cœur comme si c'était déjà réalisé. Voilà. Pareil. Et ça crée des ondes qui répondent à une prière, mais pas une prière comme on a l'habitude de les concevoir, où on va demander quelque chose à quelqu'un d'extérieur. Mais plutôt, effectivement, créer le sentiment dans notre cœur. Et, comme tu le dis, imaginer que c'est déjà réalisé. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est la visualisation, de toute façon. Et tu parles de prière. Moi, j'ai toujours ressenti la prière chez moi. J'ai jamais prié dans le sens de demander quelque chose. Pour moi, la prière, c'est quand je vois quelque chose de magnifique, ça me met la larme à l'œil. Pour moi, c'est une prière, mais la prière, c'est toujours un merci. Et donc, le merci, c'est quand la chose est accomplie, en fait. C'est la gratitude, c'est la pré-gratitude, quoi, en fait. C'est la gratitude pré-événementielle, peut-être, qui va être créatrice. La gratitude, oui. Ça, c'est vrai que c'est une donnée importante. La gratitude, mais là, dans ce cas-là, tu veux dire la gratitude de ce que tu as envie de réaliser déjà accompli. Oui, Mm. oui. Tout à fait. Par l'imagination. Ouais. Et ça nécessite, là aussi, pour avoir plutôt une attitude, des pensées ou des émotions plutôt favorables, de sortir du jugement et de la façon dont on va porter, enfin le jugement qu'on portera sur les personnes ou sur les choses, une tentation que nous avons bien souvent de juger. Tu peux préciser par rapport à une réalité que tu veux créer? Juger quoi, par exemple? Apporter un jugement sur les personnes, ce qui est souvent... nous avions assisté à une conférence de Grégory Motambo qui nous parlait du jugement et que pour justement se porter bien, il fallait une absence totale de jugement, ce qui semblait relativement compliqué. On se posait la question de savoir quand intervenait le jugement ou l'appréciation ou l'évaluation. Et ce à quoi il pouvait répondre que quand ça venait du cœur, quand c'était quelque chose qui venait du cœur, on n'était pas dans le jugement. Quand il y a l'ego qui intervient... Oui, mais par rapport à une réalité que tu veux créer, tu veux dire créer une réalité avec d'autres personnes? Oui. Parce que tu parles de juger les personnes. Non, mais des idées qu'on va envoyer vers l'extérieur, des pensées qui vont créer une réalité. On sait que ces pensées influencent. D'accord. Et le jugement est bien souvent une pensée qui va avoir des influences. C'est ça. Et Donc puis, là, une réalité qu'on crée inconsciemment par le jugement. Oui. D'accord. oui, puis on sait que quand on est dans le jugement, c'est avant tout le jugement de nous-mêmes, au départ. Hein, parce qu'on n'est pas capable de se pardonner à soi-même, parce qu'on se trouve des défauts, donc forcément on va les voir ailleurs. C'est l'histoire, c'est la fable de la besace de La Fontaine que j'adore. Mais et c'est forcément créateur et limitant.
Parce que là, oui, ça peut être une émotion forte, quoi. C'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, je ne suis pas capable ou je ne mérite pas, etc. Ce sont des émotions hyper fortes et hyper créatrices aussi. Alors, on a vu qu'effectivement, donc, on pouvait se servir de notre pensée différemment, prier avec plus d'efficacité, en tout cas demander de l'aide d'une manière peut-être plus efficace. Maintenant, ça c'était au niveau personnel, individuel. Au niveau collectif, on s'aperçoit que là aussi, on a besoin d'activer notre imagination que l'on sous-exploite en fait, pour imaginer un monde meilleur, au service du bien commun, pour travailler ensemble, pour mettre en place des écosystèmes, des sociétés vertueuses, épanouissantes. Alors, au niveau collectif, comment on se sert au mieux de notre imagination, de notre pensée? Alors, moi, j'ai bien envie de dire quelque chose par rapport à ça. J'ai entendu imaginer un monde meilleur. Alors, bon, moi, j'adore Imagination Amour, c'est l'IA, contre le petit IA, intelligence artificielle, c'est notre seule arme. Mais c'est pas, pour moi, c'est même pas imaginer un monde meilleur, c'est le voir meilleur. Et en revenir à quelque chose que j'adore, c'est on croit ce qu'on voit. C'est là où on est vraiment créateur, on voit ce qu'on croit. D'accord. On voit ce qu'on croit. On fait l'expérience de nos croyances. Voilà. Montaigne le disait, je me souviens plus de la phrase en entier, mais il disait l'univers contribue à notre créance. Ce qui veut dire la même chose, quoi. C'était au 16e quand même, on n'a pas inventé grand-chose, mais bon, il y a quelques millénaires que ça se dit, ce genre de choses. Mais, ça fait appel à notre responsabilité aussi. Par rapport, pour passer de l'individuel au collectif, moi, il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques années, et ça s'appelle Ho'oponopono, et moi, je l'ai perçu comme ça. Bon, tout le monde ne le perçoit pas comme ça. Moi, je l'ai perçu comme ça. C'était quand je vois quelque chose qui me déplaît dans le monde, sur la planète, dans le système, dans mon entourage, je me demande qu'est-ce qui va mal en moi. Qu'est-ce que j'ai projeté? Mais vraiment, en fait, c'est une responsabilisation qui nous donne les moyens d'agir. Parce que si on se sent pas malade, on n'a aucune intention de se guérir, forcément. Et là, c'est prendre soi pour soi. C'est déjà... c'est ne pas être séparé. C'est avoir fait l'alliance. On parlait de Gaïa tout à l'heure, de la planète, etc. Et de l'influence qu'on peut avoir sur la planète par une pensée collective, donc par une création d'égrégores, etc. Moi, je pense que c'est même plus simple que ça. Je pense qu'on n'est pas indépendant, quoi. On est la Terre. On est la Terre. On est des molécules, des atomes de la Terre, avec chacun. Nous, on a un atome de pancréas, on a une molécule qui va fonctionner pour le foie, mais au départ, elles sont pas différenciées. Elles se différencient par la fonction. Peut-être pour ça qu'on dit la fonction crée l'organe, d'ailleurs. Mais c'est un peu pareil. On a chacun notre fonction, c'est là où aussi on peut s'éloigner du jugement, parce que chacun a sa place, en fait, mais chacun fait partie du tout. Et s'il y a une cellule malade, ça peut gangréner, ça peut cancériser, mais le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir sur la santé de cette molécule qu'on est, cet atome que nous sommes, nous, individuellement. Et je pense que de par notre vibration de bonne santé, on peut émaner ça. D'ailleurs, Alain, dans sa conférence sur l'ADN et son champ d'information électromagnétique, parle de choses qui peuvent s'approcher de ça. C'est à un moment, il dit les signaux électromagnétiques pilotent la synthèse chimique. Donc on voit vraiment l'influence, on en revient au sujet, on voit vraiment l'influence de l'esprit sur la matière, en fait. Bon, même signaux électromagnétiques, c'est pas forcément l'esprit, mais bon, d'où ça vient, c'est une énergie. J'aurais presque envie, ça serait un peu simpliste, mais ça ferait simplistement d'assimiler ça au feu créateur. Donc à l'esprit primordial. Alain, tu es d'accord avec ça? Il y a un saut avec le feu créateur que j'ai pas complètement compris. Ouais, c'est parce que ça rejoint. C'est des ponts. Je suis un peu féru, mais amateur de syncrétisme, si tu veux. Donc je chope un peu partout et j'essaie de voir où ça se rejoint.
Et ça m'aide à mieux comprendre le monde, quoi. D'accord, mais sinon, oui, moi, dans mes recherches, il y a plusieurs niveaux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les codes. Ça, c'est encore un autre sujet. Quand on parle de quelque chose, comme tout est lié, on pourrait parler de plein de choses. Ouais, hein, c'est difficile. mais c'est vrai que c'est des choses importantes. Quand un architecte fait une maison, il fait un plan. Donc on peut dire, il y a la maison concrète, mais avant il y a la conception du plan sous forme d'un dessin, par exemple. Donc je dirais, ça c'est l'équivalent du champ électromagnétique qui donne des instructions. Oui, Mais c'est l'information. C'est l'information, mais pour faire cette information, il a un ordinateur, il a un logiciel, il a aussi des règles générales sur la résistance des matériaux, de telle sorte que le toit doit tenir et pas s'effondrer. Donc il y a des lois plus générales. Donc il y a les informations, la création de la réalité qui vient, je dirais, de façon collective, mais là je dirais pour l'ensemble de la planète, et peut-être du système solaire, et peut-être de la galaxie. Ça vient en descendant différents plans et ça c'est décrit parfaitement dans les traditions, comme dans le Samkhya par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, la Puruna je crois, et la Chakritri, c'est des différents niveaux d'impulsion, des codes qui viennent d'ailleurs. Donc ça c'est mon dada actuel, alors je pourrais en parler pas mal. Hein. Comment nous recevons, nous aussi individuellement et collectivement, des codes qui aident à notre évolution. Alors, est-ce que, c'est une question, mais parce que je pense que c'est un peu comme ça, mais que ça marche dans les deux sens. En fait, on parlait d'éther tout à l'heure, en évoquant la matrice aussi. Pour moi, l'éther, c'est plus le réceptacle, et en même temps, il peut mettre le feu créateur. Mais ouais, est-ce que ça... Moi, j'ai le sentiment que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on nourrit et dont on se nourrit. On parlait d'égrégore tout à l'heure d'ailleurs. Pour moi, c'est vachement important. Aujourd'hui, on est à une période de l'humanité, de l'évolution de la planète, où il me semble qu'on a tous un choix à faire, et c'est de savoir qui on nourrit et qu'est-ce qui nous nourrit. Donc la conscience de savoir qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait parler, qu'est-ce qui m'anime, et qu'est-ce que je nourris. Mais je pense que ça marche dans les deux sens. Et c'est peut-être pour ça que des fois, il y a des moments où il y a plus de volcans qui pètent, il y a plus de raz-de-marée, etc. Et puis, il y a aussi plus de cancer, plus de schizophrénie, plus dans l'autre sens. Alors, justement, qu'est-ce qui nous anime ? Alors, je dirais aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Je pense qu'il y a une notion qui est importante. C'est la différence entre notre ego et notre âme ou notre être intérieur. Et donc ça, on peut accepter cette notion ou pas, mais on peut dire qu'elle a été enseignée dans toutes les traditions, y compris même les religions. Moi, j'aime bien, par exemple, les accords toltèques, c'est-à-dire que si je fais quelque chose, j'ai le libre arbitre, je peux réfléchir, mais au fond, si je le fais, qu'est-ce qui m'anime ? Est-ce que c'est mon être intérieur véritable, qu'on peut appeler mon soi supérieur, qu'on peut appeler mon être divin intérieur, mon étincelle, etc., etc. Il y a des tas de façons de l'appeler. Et à ce moment-là, si je veux l'écouter, il faut que je me mette un petit peu en mode de silence de mon cerveau, et écouter par le ressenti de mon corps, le ressenti de mon âme, le ressenti de mes sentiments, et beaucoup l'émotion. Moi, je me suis beaucoup basé sur les sentiments et l'émotion. Par exemple, écouter les insatisfactions, parce que des fois, quand on est insatisfait, ça peut être soit mon ego qui est insatisfait, soit mon âme. Et donc, c'est intéressant de faire la différence entre les deux. Comment tu fais la différence ? Comment je fais la différence ? Si je suis chanteur et que je donne un concert et que je vois le public qui est content, ça nourrit mon ego. Donc, ça veut dire, là, je ne peux pas faire la différence parce qu'en même temps, je nourris les gens.
Donc, il y a aussi un apport spirituel, je dirais, spirituel, c'est-à-dire qui me reconnecte à mon être véritable, qui me donne de la joie par ma contribution grâce à mes qualités, je pourrais dire. La différence se fait s'il n'y a plus de public. Si le public n'est plus là et n'est pas content, eh bien, et que je trinque et que je déprime, là, c'est l'ego. Il y a une belle illustration, je trouve, de ça. C'est le grand musicien indien Chaurasia qui expliquait que quand il donnait un concert, si le public était heureux, applaudissait, mais que la déesse qu'il visualisait pendant qu'il jouait n'était pas, elle, souriante, il n'avait pas bien joué. Voilà. Et inversement, le public pouvait être plus tiède ou plus froid, et la déesse était satisfaite, il savait qu'il avait bien joué. Alors lui, il avait un super repère, hein. C'est pas évident d'avoir une déesse qui vous... En fait, c'est comme s'il visualisait sa conscience. Oui. C'est ça. Oui, ou la déesse elle-même, hein, parce que ça, elle existe aussi, elle est là. Oui. Et quand je chante elle est le reflet. tout seul dans ma voiture, quand je chante tout seul dans ma voiture, et ça me fait de la joie. Oui. Eh bien, là... là, c'est ton âme. C'est ton âme qui est... La joie est quand même l'outil essentiel qui nous montre qu'on est en alignement avec son soi, son âme. La joie qui nourrit l'ego, c'est plus du plaisir que de la joie. J'aime bien dans ton livre aussi, puis dans tes conférences, tu reviens surtout sur les critères, enfin les indices quand on est en contact avec son âme, c'est la joie, la légèreté, la liberté. La liberté, c'est-à-dire en particulier, je ne dépends pas de l'autre, c'est pas l'autre qui me donne mon bonheur. C'est ça. C'est pas le public, c'est pas ma femme, c'est pas... Oui, c'est bien la différence entre les plaisirs et la joie. Et on avait fait un café spirituel. Toute une émission dessus. Toute une émission sur la joie qui est plus quelque chose d'intérieur qu'on va cultiver en soi. Et le plaisir qui est quelque chose qu'on ira chercher sur des plaisirs extérieurs. Oui, et qui est souvent la compensation de blessures. C'est-à-dire que si je me sens mal parce que je ne suis pas reconnu, je vais avoir du plaisir à avoir la réaction d'être ovationné par le public, mais c'est mon enfant blessé intérieur qui nourrit. C'est pas mon âme. Dom parle de croquettes pour son ego. Quand on lui fait plaisir, il dit tiens, voilà des croquettes pour mon ego. Belle image. Alors comme seconde pause musicale, je cherchais la musique des sphères, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé des anges. Et ces anges, c'est Isaac et Nora qui chantent 20 años. ¿Qué te importa que diga mí? Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Al represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca
Jean-Charles, tu voulais ajouter quelque chose? On retrouve dans la Bible, mais dans les textes originaux en araméen, qui n'ont pas été un peu dépouillés de ce qui voulait être dit initialement, demandez et vous recevrez. Et beaucoup de personnes demandent sans jamais recevoir, car demander ne se fait pas avec la tête. Alors, on dit demandez sans motif caché, soyez entourés de votre réponse, soyez enveloppés de ce que vous désirez afin que votre joie soit parfaite, ou demandez sans motif caché, c'est-à-dire demandez sans ego. Et c'est là où on peut faire la distinction entre une prière comme on la pratique, comme on l'a pratiquée dans les religions, et une demande, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui soit dénuée d'ego et qui est davantage une projection de ce que l'on a envie, mais au fond du cœur. Je pense que c'est une demande qui soit juste pour tous. Oui, juste pour soi et plus. Pour tous. Et plus. Alain, tu voulais ajouter aussi quelque chose? On a parlé on a parlé d'imagination et de l'émotion associée, la joie par exemple, mais des fois ça marche pas. Des fois ça marche pas. Et donc je trouve que c'est très important de comprendre ce qui se passe. Peut-être c'est parce que notre âme nous conduit ailleurs, d'une part, mais je veux dire, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a d'autres pensées inconscientes qui sont créatrices. C'est-à-dire pas simplement celles sur laquelle on est centré consciemment, mais d'autres. Et que c'est vraiment important de faire ce travail à son rythme, à son propre rythme, de comprendre quelle est la racine de cette pensée inconsciente, qu'elle devienne consciente, justement. C'est-à-dire que si mon commerce ne marche pas, si ça ne va pas dans le couple, alors que je fais une visualisation, à quoi ça me renvoie à l'intérieur de moi? Donc c'est le travail de nettoyage intérieur, de transmutation intérieure qui me paraît essentiel pour chacun d'entre nous, mais aussi pour l'évolution de la planète. Merci. Éclairer notre part d'ombre. Mais pour mettre ça à la lumière, nous n'y parvenons pas toujours facilement. C'est un travail. C'est un travail. Quotidien. Je dirais que c'est peut-être notre travail qu'on a à faire sur Terre, de toute notre vie. Tout le reste, c'est des prétextes pour ça. Des expériences, des mises en situation pour ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais là, tu m'as interpellé quand tu as dit « notre âme nous conduit ailleurs ». Oui. Tu pourrais dire quelque chose là? Oui. Eh bien, par exemple, je connais quelqu'un qui voulait absolument changer de métier. Parce que ça lui convenait pas du tout. Mais en fait, son métier, elle était enseignante, elle aimait bien enseigner, mais l'environnement lui convenait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait des conflits autour d'elle, etc. Donc, elle a décidé de faire un autre métier qui l'intéressait. Elle voulait faire du soin. Et donc, elle a imaginé, elle a vraiment visualisé ce soin. Et puis, bon, ça marchait tant bien que mal. Elle a commencé tout en gardant l'ancien métier, le premier. Et finalement, elle a évolué elle-même. Et d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, mais je veux dire assez vite, eh bien son premier métier, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une autre personne il y a une personne qui est partie. Elle a mûri intérieurement. Elle est devenue plus responsable d'elle-même, elle est plus communicative et elle s'est éclatée dans son métier, dans son premier. Ça veut dire que son âme lui réservait autre chose qu'elle ne pouvait pas imaginer au départ, en particulier le départ de cette personne. Mais des fois, c'est aussi des talents qu'on a à l'intérieur de nous qui ne sont pas encore exprimés. Oui. Et des fois, ça ne veut pas dire qu'on a choisi la mauvaise voie, mais c'est peut-être parce que le moment ne s'y prête pas, comme ça aurait été le cas là. C'est ça, de toute façon, on essaye, on fait avec sa conscience. Oui. Et notre conscience, elle a nos blessures, notre ego, et on fait avec. Mais ce que je veux dire, c'est si ça ne marche pas, ça nous incite à la réflexion. Oui. Et aussi, moi ça m'évoque ça, c'est que c'est la façon dont on appréhende, puisqu'en fait, elle revient à son premier métier, mais avec une autre appréhension de ce métier, avec une autre vision de ce métier.
Et un autre rôle. Voilà. Mm. Donc on change la vision, on change la vie. C'est ça, exactement. Ça me rappelle un proverbe Shadol qui dit plus ça rate, plus on a des chances que ça marche. Ça doit être C'est en statistique. essayant perpétuellement, en fait, qu'on parvient par y arriver. Bon, ce sera le mot de la fin, les Shadocks. Alain, si les auditeurs veulent te connaître mieux, découvrir tes écrits, éventuellement même peut-être que tu as une actualité au niveau des conférences. Je dirais que le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet où il y a toutes les informations, aussi bien mes conférences que mes livres et surtout mes articles, parce qu'en fait, la première chose que je fais, c'est des articles, beaucoup d'articles gratuits et assez approfondis, substantiels. Mais sinon, la prochaine conférence, c'est au Festival Hermetica, à côté de Perpignan, le 28 septembre, avec deux autres conférenciers, donc c'est Science et Conscience, et ça dure toute la journée à partir de 10h30. Et ta conférence portera sur ? La conférence qui aura lieu là-bas, c'est sur le réseau énergétique des lieux sacrés et leur influence sur les changements de conscience actuels. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien dire par rapport à la bibliothèque, parce que Alain parle de ses articles, j'y ai jeté un œil, j'ai pas eu le temps de tout lire, parce C'est que énorme. c'est juste l'Encyclopédia Universalis C'est à ça, côté, c'est du ça. pipi de cheval. C'est ça. Et en Mais même c'est temps, voilà. bon, passionnant, quoi. C'est passionnant et c'est très accessible, il faut le dire. Ça vraiment, tu fais un énorme effort Ouais, pour ouais, être ouais. accessible à tout le monde et merci. Donc je peux pas te dire qu'est-ce que c'est mon site. Ah oui, bien sûr, vas-y. Donc c'est Spirit, donc comme spiritualité, mais on s'arrête au T. Spirit, trait d'union, science au singulier.fr. Voilà, spiritscience.fr. Et merci de votre accueil et de Un cette... grand merci à Merci toi. à toi. Merci beaucoup. Ouais. Jean-Charles, tu avais un coup de cœur aujourd'hui ? Alors, je voulais parler d'un entretien que j'ai pu voir ces jours derniers, mais qui est déjà en ligne depuis un petit moment, sur Thinkerview, cette chaîne qui invite, alors qu'il n'est pas un média mainstream, hein, justement, avec un petit collectif dont l'animateur est caché, qu'on ne voit pas. Et donc, Moi, je l'ai vu. tu l'as vu, oui. Tu as de la chance. Alors, cet animateur recevait Jacques Blamont, qui est un astrophysicien de 92 ans et qui est fondateur du programme spatial français, et Pablo Servigne, qui est auteur conférencier, scientifique, agronome, éthologue, qui a étudié le comportement des animaux, et je crois notamment des fourmis, et qui est l'inventeur de la terminologie collapsologie. Alors, quand on parle de collapsologie, ça fait peur, on parle de l'effondrement. Enfin, la façon dont il en parle ne fait pas peur, justement, parce que c'est prévoir un peu l'après. Donc, il parle de boucles de rétroaction avec différents scénarios d'évolution du climat, de 1,5 à 2, de 2 à 5, et puis au-delà de ça, avec des premières boucles qui seraient capables d'entraîner les suivantes et d'aller jusqu'à un scénario d'une planète étuve. Enfin, quelque chose de pas très très chouette pour la planète, qui est appuyé par alors des affirmations comme celle de George Bush, qui disait le niveau des États-Unis, le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable, c'est-à-dire qu'on va dans une perpétuelle croissance. Et alors, le propos, comme ça, était débattu, et l'intervenant dit, mais alors, qu'est-ce qui peut nous sortir de là? Et la spiritualité. Est-ce la spiritualité? C'était assez réjouissant, parce que tous les deux s'accordaient à dire qu'il y avait effectivement cette voie-là. Alors, Jacques Blamont parle, lui, du recours au pouvoir spirituel, en passant par les églises, et que ce pouvoir spirituel pouvait faire face à la doctrine du consumérisme, afin que soient abandonnées des doctrines telles que celle de George Bush, et d'aller vers un changement de paradigme. Alors, et Pablo Servigne, qui serait plus proche de ce que nous évoquons ici, parlait justement apporter une nuance sur les pouvoirs spirituels, qui pour lui ne sont pas forcément religieux ou institutionnels, avec une distinction que nous avions faite dans d'autres émissions entre religion et spiritualité, parce que toutes les religions même ne sont pas spirituelles. Certaines, comme le salafisme, proposent d'appliquer des règles, mais il n'y a pas beaucoup de spiritualité. Et voyez, plus la spiritualité comme quelque chose qui nous est donné au départ, avec l'horizon de l'accomplissement de soi. Et ça peut être... il y a probablement quelque chose de réel et d'enthousiasmant là-dedans, c'est que si on se rapproche de soi, on peut en effet sortir un peu
de cette doctrine du consumérisme dans laquelle on est engagé. Et cet effondrement nous fait prendre conscience, cette théorie de l'effondrement nous fait prendre conscience que il faut qu'on sorte de ça et qu'il faut qu'on trouve une autre voie que celle qui nous est lancinée, qui est lancinante aujourd'hui sur tous les médias. Et merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est enthousiasmant de penser que la spiritualité a un rôle à jouer dans ce contexte d'effondrement. Merci beaucoup, Jean-Charles. Alors moi, mon coup de cœur, c'est une balade cette fois-ci. C'est une balade. Que dis-je ? C'est une montagne. Que dis-je ? C'est un pic, puisqu'il s'agit du Bugarache. Le mont Bugarache, qui est le point culminant des Corbières, dans l'Aude, à 1230 mètres. C'est un mont, c'est un pic mythique qui focalise beaucoup de projections, de croyances les plus délirantes. En 2012, des gens se sont précipités au Bugarache parce que il était censé cacher un vaisseau qui était enfoui. Et ce vaisseau était censé sauver les humains de la fin du monde. Voilà, exactement. De l'humanité, de la fin de l'humanité. De la fin de l'humanité. Bon, voilà, il ne s'est rien passé, mais quand même, ça a été assez incroyable au niveau de l'ampleur du rassemblement qui s'est produit là-bas en 2012. Voilà, mais on raconte toutes sortes d'histoires autour de ce pic. Il abriterait l'Arche d'Alliance, le Graal, le Temple du Christ et de Marie-Madeleine, le Trésor des Templiers. Il abriterait une base extraterrestre. On aurait vu entrer et sortir des ovnis. Ce serait la porte vers l'Agartha. Ce serait un vortex. Il a inspiré, c'est pas rien quand même, puisqu'il a inspiré Jules Verne. Il aurait inspiré Jules Verne dans son Voyage au centre de la Terre et Spielberg dans son film Rencontre du troisième type. Voilà. Donc moi, je l'ai grimpé. Enfin, je sais pas si ça se dit. J'ai fait l'ascension du Bugarache. J'ai rencontré effectivement un être exceptionnel sur ce chemin que j'ai appelé Phébus et qui est un escargot doré absolument magnifique qui m'a enseigné des choses qui ne concernent que moi d'ailleurs. La patience. Voilà. Et donc je recommande vraiment l'ascension de ce pic parce que c'est pas du tout anodin. Il se passe vraiment des choses. Moi, j'ai vécu des états un peu particuliers que j'attribuais à l'altitude, ce qui est parfaitement ridicule, puisqu'à 1230 mètres, on ne souffre pas de l'altitude. Donc, j'ai bien ressenti, moi qui souvent pense que je ne ressens rien, les effets de ce lieu qui, d'un point de vue tellurique, est vraiment très particulier. Et voilà, beaucoup de gens... Et en plus, tu as fait 2 surprises rencontres. Et j'ai rencontré, oui, mais ça serait trop long, mais j'ai vécu une synchronicité incroyable, puisque la veille de mon ascension, j'écoutais quelqu'un qui racontait qu'une personne rêvait de rencontrer Mathieu Chédid, et qui faisait tout pour le rencontrer, et puis le jour où elle a lâché prise, elle l'a enfin rencontré par hasard. Donc c'était une histoire de lâcher prise, comme on en connaît tous. Et je n'ai pas prêté attention à cette histoire. Et puis le lendemain, je commence à faire l'ascension du Bugarache et je tombe nez à nez avec Mathieu Chédid. Ce qui était quand même assez incroyable. Qui était accompagné de l'alchimiste Patrick Burensteinas. Et donc tous les deux faisaient une visite sûrement très intéressante, puisque je pense que l'alchimiste en question devait avoir beaucoup d'explications passionnantes à donner sur le parcours de ce pic. Voilà. Ça se trouve où exactement ? Tu l'as dit au départ, le mont Bugarache, mais c'est dans quel... Comment on fait pour y aller ? Je mets Oise et je mets mont Bugarache. J'avais prévu de le dire et j'ai complètement oublié. Donc... Elle a dit dans l'Aude. C'est dans l'Aude, c'est à côté de Rennes-le-Château, c'est à côté de Rennes-les-Bains, c'est tout près de Rennes-les-Bains. D'accord. Il y a des panneaux après. Voilà, mettez votre GPS. Okay. À côté du village de Bugarache. Ah, absolument, voilà, c'est ça qu'il fallait dire en fait. Eh bien voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission, c'était vraiment magnifique. Merci. Merci à nous tous et merci à vous tous d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez réécouter cette émission le jeudi à 16h ou le dimanche à 13h30. Et on en profite de cette émission pour annoncer que les cafés spirituels que nous organisions jusqu'alors vont cesser au profit d'autre chose qui n'a pas encore été inventée.
Mais on vous dira tout, on vous préviendra de nos Dans un prochains- mois. Voilà, dans un mois. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Merci.